Gloire à vous, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur TopSolid, et cette fois c'est pour l'épisode 5 de nos tutoriels sur TopSolid Wood. Donc je vous rappelle, les épisodes 1, 2 et 3 étaient consacrés à la partie 3D, on a vu le minimum syndical pour pouvoir s'en sortir sur TopSolid, à savoir l'utilisation des esquisses, des blocs contraints. Ensuite, on a vu comment mettre ça en œuvre à travers l'épisode 4, où je vous ai fait construire le meuble qui doit s'afficher pour vous juste à l'écran, juste par là. À mon avis, c'est par là. Je pense, je m'y perds à chaque fois. Au montage, on arrangera ça, mais parfois vous me direz. Toujours est-il qu'une fois qu'on a réussi à faire ça, ce qui nous intéresse évidemment pour pouvoir aller plus loin, c'est de passer à la mise en plan. Donc ce que je vous propose dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de découvrir comment fonctionne une mise en plan, et pour faire ça, on va tous reprendre ce qu'on a fait dans l'exercice 4. Pour les petits malins qui ne l'auraient pas fait, je vous rappelle que sur le lien de la vidéo de l'exercice 4, vous pouvez récupérer le fichier de départ ainsi que le fichier terminé, ce qui normalement vous ne pénalisera pas du coup pour la suite des événements. Une fois que vous aurez récupéré ce fichier téléchargé et ouvert dans votre TopSolid, vous vous retrouverez avec le même écran que moi, et on va pouvoir repartir de là. Du coup, mise en plan, c'est parti. Nous revoilà donc sur TopSolid, et la première chose à faire, je vais repasser en rendu avec l'ombré et les couleurs pour ne plus m'occuper des matières et surtout pouvoir faciliter le travail sur TopSolid, puisque je vous rappelle que les matières, plus elles sont en haute définition, plus je risque de faire pénaliser la puissance de calcul de mon TopSolid. Du coup, pour la mise en plan, eh bien, en fait, mieux vous avez travaillé sur le 3D, et d'ailleurs, ça garde-le bien en mémoire, clairement, ça vous servira dans tout ce qu'on fera sur TopSolid à partir de toujours. Voilà, comme ça au moins ça c'est clair. La base de TopSolid, c'est le 3D. C'est-à-dire que plus vous bosserez bien votre 3D, meilleurs seront vos documents derrière. Que ce soit les plans, que ce soit la programmation, que ce soit vos nomenclatures ou n'importe quel document que vous souhaiterez éditer depuis TopSolid, l'information de base est toujours gérée dans le 3D. Du coup, veillez bien à ce que vos 3D soient nickel. Plus vos 3D seront propres, mieux vos 3D seront renseignés, mieux vos 3D seront exploités par la suite. Du coup, maintenant que j'ai bien enfoncé ça et que pour le moment, ça ne vous parle pas des masses, mais vous verrez l'utilisation, ça se comprend tout seul, on va passer à la mise en plan. Donc, pour les mises en plan, on va tout simplement créer un nouveau document. On ne va pas aller sur Design comme la dernière fois, on va cette fois aller dans la partie Draft, et quand je vais aller sur les petites flèches, vous avez accès au modèle standard. Donc s'il y en a parmi vous qui utilisent déjà TopSolid, doit apparaître au-dessus de ça les modèles utilisateurs et les modèles groupes, mais je ne vais pas en faire cas aujourd'hui, hein. L'idée, encore une fois, nous sommes en découverte de TopSolid, on est vraiment sur la base du départ, on n'a rien préparé, on n'a rien fait, voilà comment ça va se passer. Donc vous allez retrouver des modèles de plans qui ont déjà été préparés par TopSolid, donc qui sont disponibles à l'utilisation directement. Je vous conseille de travailler en général avec du A3 horizontal, hein, j'imagine que c'est ce qu'on croise à peu près dans beaucoup de sociétés. Après, si vous avez vos propres formats, je vous conseillerais éventuellement de faire vos modèles, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc aujourd'hui, on va prendre le associatif A3 au format horizontal, et on fait OK. Donc quand on arrive là-dessus, TopSolid nous met les deux fenêtres côte à côte, pour le moment ça ne me dérange pas. Je vais avoir un cartouche qui est déjà, on va dire, à peu près pré-rempli avec certaines informations. On va retrouver ici le nom de la société, le numéro du document, un titre 1, l'auteur qui est ramené, la date du jour, l'échelle du plan, les adresses remontées en automatique. Bon, pour le moment, malheureusement, pas grand-chose automatisé. Donc, on va dire que dans notre première version, avant de pousser plus loin, je vais passer en grand écran, comme ça on verra bien quand je change de page de document, hein, vous voyez toujours le système d'onglet TopSolid, où je viens sur le point top ou sur le draft. Une fois que je suis là, la première chose, avant de commencer quoi que ce soit, comme plan, comme document, comme vue, peu importe, la première chose que je vais vous faire constater, c'est le changement dans Outils Options. Donc pour ça, hein, pour rappel, on va ouvrir d'abord depuis un document 3D, et j'insiste, vérifiez bien que vous soyez dans l'environnement 3D. Vous allez faire Outils, Options. À l'ouverture plus ou moins rapide de ce outil Options, vous allez retrouver des informations, et sur les plans, vous voyez qu'on trouve pas grand chose, hein. Même si je vais fouiller dans la partie Top Solid Wood, j'ai un petit bout mise en plan ici, et je vais pas pouvoir guère aller plus loin. En réalité, j'ai un petit peu d'autres choses sur les mises en plan en rafale, mais bon, c'est pareil,
ça ne vous concerne pas encore aujourd'hui. Du coup, basta. Ce que je veux que vous compreniez bien, c'est qu'il y a une différence en fait quand vous lancez outil option depuis un document draft ou depuis un document top. Une fois que je suis ici, vous allez avoir un peu plus de choses que vous allez pouvoir gérer. Vous allez avoir accès à des valeurs sur les vues 2D, pouvoir gérer différents éléments par défaut, gérer les paramètres de projection. Par exemple, un élément qui, chez moi, est crucial, la mise à jour automatique des vues. Donc chez vous, normalement, il est décoché. Et en fait, ce que ça permet de faire, je vais vous le montrer. On va décocher la case, pour moi, je dois me retrouver normalement dans le même cas que vous. On va même décocher le rendu réaliste, parce que chez vous, il ne doit pas être coché non plus. Donc on va partir avec ces premiers réglages-là, et on va voir qu'en haut, le tout premier bouton, c'est vue principale. Je vous laisse cliquer dessus, et là, comme d'hab, le bordeaux de commande, de la même façon dans la partie top, va se mettre à bouger en fonction de ce qu'on lui demande. Donc, comme dans notre 3D, on a pris le temps de faire ça bien, et de ranger nos ensembles avec des sous-ensembles, je vais pouvoir en bénéficier. Donc, premier gain de temps, le fait d'avoir bien travaillé dans mon 3D, quand je vais sélectionner ensemble, vous voyez, je vais avoir le choix. Première chose, il me demande le document contenant l'ensemble, donc soit je peux le désigner en allant cliquer dedans, soit en le sélectionnant dans ma liste ici, et ensuite je peux lui dire soit je veux l'ensemble principal, soit, vous voyez, j'ai accès à mes FM, M2, M3, M1, et ainsi de suite. Du coup, ça veut dire que le fait d'avoir rangé en sous-ensemble ici me permet, par exemple, de faire le plan directement que de ce meuble-là. Et je n'aurai pas besoin de sélectionner chacune des pièces pour dire laquelle je veux ramener dans mon plan. Et bien, croyez-le ou non, mais c'est un sacré gain de temps pour... Croyez-le ou non, mais c'est un sacré gain de temps comparé à ceux qui ne l'auraient pas fait. Du coup, nous, pour le moment, on va prendre l'ensemble principal, comme si on voulait faire un peu une implantation. Dans cet écran-là, vous verrez qu'il vous affiche dans la partie ici la vue qui va être présentée. Donc là, par exemple, vous êtes en vue de dessus. Vous pouvez faire varier les éléments avec la liste déroulante, ou tout simplement grâce aux petites flèches, en le faisant tourner et en présentant les choses comme vous le souhaitez. Je vais me mettre en vue de face pour commencer, et je vais valider directement. Et là, premier drame, j'ai bien des choses, mais voilà. Donc la première chose, c'est que mon plan, en fait, il était à l'échelle 1. Donc ça, c'est pas un souci, sauf que du coup, ça rentre pas dedans. Pour arranger ça, petit coup de clé plate, je vais cliquer sur mon plan, et vous voyez tout en bas ici, facteur d'échelle. Mettons que je le passe par exemple au 10e, et là, ma partie option que j'ai un peu zappé en vous la présentant, vous voyez, ça me fait ça. Deux traits orange en me disant, attention, la vue n'est plus à jour. Du coup, la manip consiste à aller venir chercher ici le petit bouton régénérer, de cliquer éventuellement sur toutes les vues, et là on voit qu'il va bien recalculer la vue au 10e. Et là, pas de bol, le 10e c'est peut-être pas assez si je veux rajouter des vues, il va falloir que je passe, je ne sais pas, au 20e. Je vais taper un 20e, je fais OK, et rebelote. Et là vous commencez de comprendre pourquoi j'ai coché cette case. Je refais régénérer, je reclique sur la vue à régénérer ou sur toutes les vues en haut, et il recalcule la vue. Alors, de deux choses l'une. Personnellement, ça me gonfle de devoir, dès que je fais la moindre modif sur le 3D ou sur le plan, de faire régénérer les vues. Je trouve ça d'un casse-pied, mais juste innommable. Du coup, je vais dans mon fameux outil Options. Je fonce sur Paramètres de projection et je coche tout de suite Mise à jour automatique des vues. Une fois que ça c'est fait pour les prochains plans. Mais pour le plan actuel, il va falloir aller dans Propriétés. Les propriétés de ce document. Et je vais retrouver la même chose, paramètres de projection. Et on va cliquer aussi sur mise à jour automatique des vues. Je fais OK. Une fois que c'est fait, maintenant je vais pouvoir changer les choses. Et là, ça va être beaucoup plus sympathique. Je repasse par exemple, je ne sais pas, au 10e. Ça se fait directement. Alors, le défaut de ça, c'est que du coup, il va recalculer en permanence. C'est-à-dire que si je fais une modif dans le 3D, il va essayer de me mettre le plan à jour en même temps. Sur quelque chose de volumineux, attention, ça peut prendre du temps. Donc j'ai déjà vu en entreprise des gens qui volontairement restent avec les mises à jour automatiques des vues qui ne sont pas faites. Déjà, pour avoir l'indication qu'on a eu un changement, parce que le défaut de la mise à jour automatique,
c'est que du coup pour vous c'est transparent, c'est que vous ne voyez pas quand vous arrivez sur le plan, la modif est déjà faite, vous ne savez pas forcément qu'il y a une modif, alors que si on a une petite croix orange, eh ben, on a eu un changement dans la construction, la vue n'est plus bonne, et du coup on a l'information qu'il faut régénérer, mais qu'on a eu une modification. Et le deuxième intérêt, bah, ça va être la puissance de calcul. Vu qu'on ne va régénérer que sur demande, TopSolid ne va pas consacrer d'énergie à essayer de modifier les plans pendant que vous faites vos modifs dans le 3D. Alors que dans mon cas, bah, j'y vais un peu comme un benet en fait, tout simplement. Je force TopSolid à régénérer en permanence. Ça ne m'arrange pas toujours, mais mes plans sont toujours faits. Du coup, je prends aussi l'habitude de travailler avec le plan fermé quand je fais des modifs dans le 3D, pour que les modifications ne se fassent qu'à l'ouverture du plan. Maintenant que j'ai passé un peu la partie barbante, on va pouvoir passer sur la partie la plus facile, c'est-à-dire les mises en plan. Je me mets au 20e, et avec le petit outil diable ici, déplacer parent, je vais pouvoir déplacer ma vue dans mon plan. Et à partir de là, ce qui est top, c'est que si on a bien fait notre boulot dans la partie 3D, on n'a plus rien à faire. Le plan va se dessiner tout seul. Aucun trait, aucun tracé, rien. Et ça, c'est chouette. On a un deuxième bouton ici, vue auxiliaire, juste là. Je vous invite à cliquer dessus. Vous recliquez vue auxiliaire ici, et il vous demande la position de la vue. Et là, vous voyez, je n'ai pas encore cliqué, mais déjà à l'écran s'affiche des choses intéressantes. En fait, en fonction de là où je place la souris, les vues vont venir se positionner. Alors, je suis passé un petit peu vite, mais vous voyez ici, par exemple, je peux même choisir si mes arrêts lisses sont visibles ou non, si mes arrêts cachés sont visibles ou non. Tant que je les mets, je ne sais pas, invisibles, ça va alléger les vues. Je reclique sur vue auxiliaire, et donc, je suis à gauche, j'ai bien ma vue de droite, je suis à droite, j'ai bien ma vue de gauche, en vue de dessus, en vue de dessous, et quand je suis en diagonale, en perspective, dans le sens de la diagonale. Ce qui veut dire que quand je veux un tracé, j'ai simplement à cliquer ensuite pour le positionner. Si il me demande une vue de référence, je vais pouvoir recommencer. Si je reprends la vue principale, je lui redis vue auxiliaire, hop. Alors pareil, vous voyez, j'ai laissé pointiller cette fois. Je vais le positionner, et là, mettons, oups, c'est la boulette, voilà, il y a des traits partout, mon Dieu, c'est horrible, je ne vois rien. Comment je peux modifier ça une fois que je l'ai posé, j'ai quitté la fonction, je ne peux plus revenir à l'intérieur. Et bien, comme dans le 3D, on va venir à toutes les plates, et en cliquant sur la vue, vous avez accès à toutes les informations concernant la vue, y compris ici la gestion des arêtes cachés, et je vais pouvoir par exemple les rendre invisibles, et OK. Vous allez retrouver tout un tas d'éléments que je vous laisserai fouiller. Le plus utile sera certainement la coupe, qui va vous servir à détailler vos meubles. Vous indiquez une vue de référence, ici par exemple ma vue principale. Je vais ensuite lui indiquer que je veux une ligne de coupe horizontale ou verticale. Par défaut, elle est en verticale, je peux la passer à l'horizontale, et je vais pouvoir sélectionner où faire ma coupe. Je clique, je valide ou j'inverse le sens, par exemple si je l'avais en direction du bas, et une fois validé, sur le même principe que le reste, je vais choisir de positionner. Vous voyez, donc là par exemple j'ai mon sens de coupe qui est indiqué vers le bas, je ne peux me positionner qu'en alignement avec la vue. Sachez toutefois qu'ici la petite case cochée alignement oui, si vous la passez à non, vous pouvez désormais déplacer la vue où bon vous semble. Bon, c'est un plan simple, on ne va pas se casser la tête, je vais rester comme ceci. Si j'en veux une autre, je continue, je ne sors pas de la fonction. Voilà, en vertical, mettons, allez hop, ici, inverser, valider, ok. Et je vais pouvoir positionner toutes mes vues de cette façon. Donc chose agréable, le repère BB se positionne tout seul, le repère AA se positionne tout seul. Je n'ai rien à faire, tous les tracés sont justes. Si j'ai un souci, je voulais ma vue en fait à côté, et ben je la déplace tout simplement. La vue est recalculée en automatique puisque c'est ce que j'ai réglé. La coupe finalement je la voulais ici, c'est pas un problème, tout se recalcule ici aussi. Flemme, le but c'est d'en faire le moins possible. J'ai bien fait mon 3D, du coup mes traits sont parfaitement justes ici, je n'aurai pas de souci. On va ensuite pouvoir faire éventuellement un zoom, pourquoi pas une vue de détail sur un point particulier sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Je vais indiquer une vue de référence, mettons par exemple ici, on va vouloir montrer, je sais pas, ça sert pas à grand chose, mais le décrocher ici. J'ai le choix entre un cercle ou un rectangle, allez hop, un petit cercle, ça va nous changer. Hop, je viens zoomer, je clique une première fois, je vais pouvoir donner un rayon, hop, je vais cliquer ici directement, et une échelle. Je vais lui dire que je le veux 5 fois plus grand que l'échelle actuelle, et je vais pouvoir la positionner à côté. J'ai bien mon zoom qui est fait sur cette zone-là, et même chose,
Si je déplace le point, je vais pouvoir lui faire recalculer la vue. Mettons que je zoome cette fois sur la partie arrière, juste ici. Et voilà. Il numérote les zooms à partir de la lettre A, il numérote chacune des vues à partir de la lettre A. Si on veut les modifier, toujours la même chose, un coup de clé plate dessus. Je vais ici sur le A, et si je l'appelle, je ne sais pas, Jean-Jacques, j'aime bien les Jean-Jacques en termes de vue, ce sera pas très joli, mais c'est pas grave. Hop, et voilà désormais que ma vue s'appelle Jean-Jacques, aussi stupide que ce soit. Je vais me rajouter une petite vue en perspective, hop là. Je vais la positionner ici. La vue perspective, personnellement, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre les couleurs. Ça va permettre notamment à l'atelier, ou même au client, de faire valider l'essence de fil quand il y en a, et Dieu sait que dans notre projet, il y en avait, et des pas jolis. Du coup, on va mettre un petit coup de clé plate, et on va lui demander d'utiliser la vue ombrée juste ici. Je vous propose donc de cocher la case, et de faire OK. Et là, le drame d'une vie, et d'ailleurs on va enlever les pointillés, c'est juste immonde, hop, et voilà une bien plus jolie vue. Mais par contre, alors vue ombrée, bah, j'ai les couleurs du 3D, hein, ça c'est bien respecté, il n'y a pas de problème, c'est bien ce que j'ai dans le 3D. Bah, par contre, pour mon client, c'est pas ce que je veux. Et là va revenir la deuxième option que j'ai décochée tout à l'heure pour vous faire la démonstration, sur laquelle on va faire les manips, et vous vous en doutez, on va la faire en double. On va la faire pour les prochains plans, et on va aussi la faire, hop là, paramètre de projection pour le document actuel. Donc ce que je veux sur tous mes prochains plans, dans mes options top solide, c'est utiliser le rendu réaliste, et pas juste le rendu ombré. Et maintenant, même chose ici dans mes propriétés de documents, utiliser le rendu réaliste ici aussi, et voilà. Donc si vous n'aviez pas mis mise à jour automatique des vues, hein, vous avez juste quelque chose de barré qu'il vous suffit de régénérer, juste ici, et pour les autres, eh bien c'est passé directement avec les éléments visuels que vous avez à l'écran et les sens de fil que vous avez dans le 3D. On notera bien sûr que si j'inversais un sens de fil dans le 3D, ça se fait directement dans le plan. Donc petite démo, hop, on va aller ici, on va aller ici, on va passer sur définir pièce, et le plateau le plus haut, je vais changer son sens de fil. Donc elle a bien un sens de fil, je décide d'inverser les axes, hein, donc toujours un constat, on inverse longueur et largeur en code menuisier, comme j'ai tendance à les appeler, même si ce n'est pas le cas. Et on a bien ici un changement de fil entre le côté et le dessus. Donc toujours pratique, hein, ces petites vues rendues réalistes pour l'atelier et puis pour les clients, afin qu'ils puissent bien valider tout ce qu'on leur propose. Bon, bah maintenant qu'on a fait ça, on a un plan qui commence à peu près à ressembler à quelque chose, ou du moins quand on le présente bien. Donc toujours, hein, je vous rappelle, vous pouvez déplacer vos vues, chacune d'elles en fonction des points que vous avez positionnés. Vous voyez que tout se recalcule au fur et à mesure. On n'a plus qu'à rajouter les cotations. Alors les cotes, le premier outil, vous voyez, il y a ici cotation rapide. Alors c'est du bête et méchant, mais qui fonctionne très très bien. Vous prenez deux éléments et il vous donne la cote entre les deux. Si je vais par exemple sur ma vue ici, si je clique sur ce trait, il me propose la cote de ce trait-là. Si je clique sur un second trait, il me propose la cote entre les deux traits. Une fois que j'en suis là, hein, vous voyez, de toute façon, si je remonte dans les fonctions, le moment où je clique, il va me demander le premier élément à côté, hein, je refais ma sélection, je clique là, soit je la positionne ou autre élément à côté. Donc, si c'est la cote directe qui m'intéresse, je n'ai plus qu'à la poser, il la pose ici, et si je voulais la hauteur, je vais pouvoir la prendre de cette façon, et une fois, avec un nouveau clic, la poser. Pour les déplacer, bah, même chose, on va pouvoir prendre l'outil déplacer et bouger nos cotes, de la même manière. Donc ça va fonctionner avec tout. Vous verrez que vous pouvez vous accrocher sur un point, sur une ligne, sur différents éléments, de manière à faire des choses parfois utiles pour montrer un espacement ou calculer des diagonales, pourquoi pas. Si je veux prendre la diagonale entre le point bas ici et le point haut ici, je peux avoir la cote dans ce sens-là. Je vais pouvoir avoir la cote en diagonale d'un clic droit entre les deux points, et pourquoi pas la récupérer en hauteur ici. Ce qui vous permet parfois de coter des éléments différents, distincts, ou de deux éléments, en fonction de ce que vous allez avoir besoin comme information de cote.
Supprimer une cote, vous vous en doutez, ça va être très simple. On va utiliser la petite corbeille pour détruire élément ici. Je sélectionne la cote et disparu. D'ailleurs, vous noterez que c'est la même chose pour les vues. Mettons que ma vue Jean-Jacques, je trouve que finalement, elle n'est pas très utile ou elle n'a pas de sens. Je clique dessus et tout disparaît. Ça ne ruine pas le document. Je continue sur mes cotations. Vous avez juste à côté ici les cotes composites. Donc ça va être pour enchaîner les cotes et toutes les aligner les unes à la suite des autres. Donc une petite démonstration toute simple. Il me demande l'origine des cotes composites. Mettons, je vais partir de la gauche. Il me demande le premier point de mesure, c'est celui-ci. Je vais le positionner au-dessus. Et ensuite, il me demande les points suivants. Je vais vouloir la cote ici. Et je vais vouloir la cote là. Donc par défaut, il m'enchaîne les trois en cote parallèle. Vous voyez ici que j'ai une liste déroulante. Et je vais pouvoir faire varier ces cotes. Enfin, du moins la façon de coter. Et retrouver chacun des éléments. Hop. Une fois que je clique sur fin, cette prise de mesure est faite, je peux passer à la suivante. Donc très souvent, l'intérêt de ça, c'est de ne pas avoir à aligner manuellement les cotes. En effet, une fois que vous en avez positionné une, les autres vont suivre. Donc là, par exemple, hop, mon fileur jusqu'au meuble, puis ce meuble, ce meuble, ce meuble et l'extrémité du fileur. Et voilà. Si j'avais dû le faire à la main, pour faire la manip ensemble, si je prends cote rapide, je vais devoir cliquer ici et ici, me positionner au-dessus, partir de là, jusque là, et chercher à m'aligner. Et vous voyez, c'est là où le gain de temps sur les codes composites va être plus sympa. On n'a pas besoin de chercher où est-ce qu'on doit s'aligner. TubSolid le fait pour nous, et ça, c'est quand même vachement plus pratique. Alors encore une fois, hein, ça se fait à la main une par une, c'est pas un problème. La seule question qui se pose, c'est le temps qu'on est prêt à y passer. Après, ma foi, pourquoi pas. Donc là-dessus, vous allez bien sûr pouvoir rajouter toutes les cotations qui sont utiles selon vous. Je ne veux pas débattre ici de l'utilité d'une cote ou de son inutilité. Encore une fois, ça dépend plus de vous et de l'utilisation que vous en avez, des personnes que vous avez dans l'atelier, de la personne que vous êtes vous, pour savoir si vous surchargez en code pour faire valider les plans, pour savoir si vous trouvez que c'est plus utile pour l'atelier de ne pas avoir à calculer aucune cote et qu'elle soit toute présente, quitte à charger un peu le dossier. Ça, après, ma foi, c'est un débat en interne que je vous laisserai bien avoir de votre côté. Une fois que vous avez rajouté toutes vos cotations utiles, on va pouvoir venir ajouter des indications. Et des indications textuelles pour pouvoir expliquer des choses, parce que le but d'un plan, c'est surtout d'être compris par celui qui va le lire, et d'autant plus par celui qui va le fabriquer, pour que le client final soit bien satisfait et bien quelque chose qui correspond à sa demande. Donc pour l'automatisme, on verra plus tard. Aujourd'hui, on va déjà poser des textes et des notes à la main. Donc pour ça, on a un petit onglet texte ici, juste là, et on va pouvoir utiliser soit avec des petites flèches, soit des textes bruts. Je vous conseille les notes pour les flèches, c'est toujours plus parlant. À partir de là, vous ouvrez cette fenêtre, et cette fenêtre va vous permettre de saisir à peu près tout et n'importe quoi. C'est du texte libre. Vous pouvez aussi bien me parler de votre recette de cuisine de votre grand-mère que de ce qu'il y a dans le plan. Pour le bon déroulement des choses, on va plutôt se mettre sur la deuxième version et parler de ce qu'il y a là. Par exemple, notation importante, voilà, tout le plateau était en sens de fil longueur. C'est bien d'avoir montré que visuellement on a l'écart, mais peut-être que c'est aussi important d'aller porter l'attention de la personne qui va lire le plan dessus. Et donc attention, l'habillage, mettons, le plus haut est en sens de fil travers. Hop, je pose mon indication, et ensuite en désignant un point ou un profil, comme demandé ici, donc par exemple celui-là, je viens faire pointer directement TubSolid sur un objet. Cette note peut ensuite être déplacée toujours avec le même outil. Elle peut être supprimée. Elle peut être modifiée grâce à la clé plate. Finalement, voilà, je prends toute place, je veux le mettre sur 2 lignes. Hop, bien voilà. Je peux changer sa couleur, à l'image d'un élément dans le 3D. Si je sélectionne une couleur rouge, hop, on va pouvoir faire apparaître certaines indications.
Donc on peut profiter de ces notes pour indiquer n'importe quoi, je ne sais pas, une quincaillerie spécifique. Par exemple, pied PIE 323, hop là, pardon, 323 100 de chez LMC. Hop, on va venir indiquer ici. Je vais l'écrire avec mes notes de quincaillerie, hop, je la mets en noir. Taquet, diamètre 5. Cylindrique, c'est tout simple. Hop. Pour ceux qui sont d'ici. Donc l'idée, voilà, ça va être d'annoter le plan avec les informations utiles et nécessaires. Encore une fois, ça c'est votre travail. Le mien consiste seulement à vous montrer comment faire pour ressortir ces choses-là. Une fois que vous avez complété vos différentes vues, mis les coupes qui pour vous sont nécessaires, ajouté les codes qui pour vous sont nécessaires, fait un zoom, montré les détails, ajouté les annotations intelligentes qui vont vous permettre de faire considérer les éléments dont vous avez besoin pour le montage, pour la fabrication, pour le sous-traitant, pour le client, en fonction du destinataire de ce plan. Bah, il nous reste un petit dernier détail à aller gratter, le cartouche. Le cartouche de base top solide, il n'est pas foufou, bah, disons que forcément il n'est pas adapté à votre société, et en cause d'eux, hein, forcément. Donc pour ça, on va pouvoir changer des choses. La manière la plus brute de le faire, ça va être d'aller dans modifier éléments, avec la clé plate, et de cliquer dessus, et de directement changer ici la valeur qui est rentrée. L'autre façon de faire, ça va être de retourner dans les propriétés de ce document, donc toujours de notre plan, et vous voyez qu'ici, on a certaines infos qui sont titre 1, titre 2, numéro de document, auteur S. Laurency, et ainsi de suite. Et bien tout simplement, si ici vous remplacez titre 1 par, je ne sais pas, au hasard, implantation des mots, si auteur, je ne veux pas S. Laurency, mais que je mets mes initiales, et si à société, on mettait idéo, hop là, gloire à la Pacodière, magnifique petite bourgade située dans la Loire, hop, et ben tada, on a des choses tout de suite qui paraissent vachement mieux. On a l'implantation qui est remplie, ici SL pour l'auteur, on a bien le nom de ma société qui apparaît à la place, et j'ai bien mon adresse qui ressort. Notez ici que le numéro de document, je ne suis pas passé dessus, mais c'était une information qu'on avait également dans les propriétés ici, dans le numéro de document. Personnellement, quand il n'y a pas encore d'indice, je laisse OR pour origine, et hop là. Donc on met le document original, vous auriez pu écrire n'importe quoi d'autre. Et comme ça, sans avoir à refaire de cartouche, on est d'accord pour le moment, on est capable de venir modifier à la main sur nos plans notre cartouche pour qu'on ait quelque chose qui soit correspondant à notre société, nos besoins et ce qu'on a fait. Bon, bah une fois que j'en suis là, que j'ai mon cartouche qui est OK, on peut voir ensemble 2-3 petits réglages de plus éventuellement. Donc vous avez un système de coordonnées sur le plan qui n'est pas forcément ultra pertinent en A3 pour le moment. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir enlever. Par exemple, les marques de centrage, les marques d'orientation, le système de coordonnées. Vous voyez que si j'enlève tout ça, hop, voilà, on allège un peu. Notez que vous pouvez aussi enlever le cadre et le triangle, hein. Donc le cadre, ça va correspondre à l'élément qui est ici, juste autour. Les marges, elles, c'est l'inverse, c'est le cadre intérieur qui disparaît. Je vais les remettre. Le coin, on peut avoir un angle droit, un triangle ou rien du tout. Donc l'angle droit, c'est juste ceci. Et ma foi, rien du tout, bah, vous l'aurez compris, c'est rien du tout. Et la marge ici, qui est en fait une limite pour l'impression pour vous protéger, est mise à 10 mm. Généralement, moi je la trouve trop élevée, je passe tout à 5. Et voilà. Dernier détail, éventuellement, le trait fort sur le cartouche, que je ne souhaite peut-être pas. Je vais pouvoir venir ici faire un coup de clé-plate dessus, cliquer sur apparence, et lui dire que sur le cartouche, l'épaisseur de trait, je la veux sur la plus fine possible. Je fais OK. Et voilà. Bon, j'ai un plan qui ressemble à quelque chose, je vais pouvoir l'enregistrer pour moi dans épisode 5, implantation.dft. En fait, il reprend le nom, hein, tout simplement, de ce qu'on a inséré dedans. Et je vais faire OK. En fait, ce document DFT, il peut contenir plusieurs plans. Jusque-là, on a travaillé sur un seul, mais avec outil plan, je vais pouvoir ajouter un nouveau plan. Si je lui dis pas de modèle, je vais devoir le créer complet. Si je lui dis plan à copier et que je sélectionne celui-ci,
Donc qui me reprend toutes les infos du document existant, et lorsque je fais OK, j'ai un plan que je peux positionner. Donc vous pouvez l'accrocher sur le point juste à côté pour les aligner directement. Ensuite, il me demande les cartouches et tableaux à recopier. J'ai juste à sélectionner au survol, vous voyez, je clique dessus, le cartouche, pour qu'il soit repris avec les mêmes infos recopiées automatiquement. Hop, je fais stop. À partir de là, je reclique sur mon élément des vues. Quand je clique sur vue principale, cette fois, il me demande dans quel plan je travaille pour savoir sur lequel je veux positionner ma vue. Je vais donc indiquer le second plan. Et comme tout à l'heure, rebelote, ensemble, implantation. Et cette fois, je vais pouvoir choisir le meuble qui m'intéresse. Donc, je vais commencer par mon M1. En vue de face, je valide. Et à partir de là, on est reparti comme en 40 et je vais pouvoir directement, vue auxiliaire, enchaîner les différents éléments. Hop là. Ici, mon coup de clé plate, en vue ombrée, j'enlève mes pointillés, chose que j'aurais pu faire bien plus intelligemment directement avant de le cliquer. Hop, je vais pouvoir rajouter mes cotes et enchaîner comme ça. Vous pouvez avoir de cette façon 10, 15, 20 plans, pourquoi pas, ça c'est vous qui voyez. Hop, vous voyez, je peux en insérer encore un. Cliquez sur le cartouche, et à chaque fois que je le fais, il va pouvoir répéter l'opération et positionner des plans. Ou alors, j'aurais pu faire comme depuis le départ, nouveau plan, les drafts, le A3 horizontal, faire OK, venir ici, hop, juste régler mon échelle, peut-être par exemple au dixième, ce qui sera largement suffisant pour cette vue-là, et de la même manière, rappeler l'implantation, l'ensemble, le meuble à venir, le mettre en position de face, et travailler directement ici avec. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait se dire rapidement sur les plans. À défaut, je vous laisse aller consulter la fiche qui doit s'afficher encore une fois en haut, à droite ou à gauche, je sais plus trop où ça se met, où on a fait une vidéo un peu d'astuce sur les plans, avec les différentes fonctions à utiliser, voilà, où on vient détailler les vues interrompues, les choses comme ça, les coupes, les sections, enfin tout un tas de choses qui peuvent vous servir plus que juste la simple découverte qu'on vient d'en faire aujourd'hui. Je dirais que le petit plus qu'on va essayer d'apporter maintenant, c'est en fait sur l'architecture de dossier, pardon. C'est-à-dire que bon, bah, c'est bien joli de se dire on fait des DFT, on fait des plans, mais vous aurez pu constater, par exemple, en allant consulter vos répertoires TopSolid, qu'en fait, à chaque fois que vous créez un document, vous avez le document qui se crée, puis une image de ce document, et si vous réenregistrez un élément, vous pouvez constater qu'on a même un point back qui apparaît. Donc tous ces éléments sont nécessaires à TopSolid pour différentes raisons, hein, c'est pas le but de voir ça aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la proportion de fichiers qui peut vite augmenter. Donc si on a la même chose, on est d'accord pour les points top, et je retrouve bien l'implantation point top, le top.png, la petite image, le point back du point top, et ainsi de suite. Bah, tout ça, ça prend de la place. Donc nous, par exemple, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir une architecture de dossier qui est toute faite, et dans le dossier client, en fait, on a donc le nom du client, l'année en cours, bon ça, base, vous organisez bien comme vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on arrive dans le dossier de travail. Et dans ce dossier de travail, ce qu'on a fait, c'est que tous les éléments TopSolid de fabrication et de mise en production sont identifiés dans un dossier, et ces dossiers sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que, en fait, je prends cette architecture de dossier et je la copie pour n'importe quel client, de manière à ce que mes dossiers TopSolid soient toujours organisés de la même manière. Par exemple, ici, mon implantation elle serait rangée dans la partie 3D. Ensuite, tous mes plans seraient rentrés dans la partie DFT. Tous les PDF que je vais éditer pour le client sont rangés ici. Tous les débits qui seront faits dans le partie débit. Tous les documents nécessaires à la réalisation de ce chantier, que ce soit les relevés de cotes, les documents, je ne sais pas, les notices de montage, les éléments qu'on va récupérer sur LMC, sur Affeleux, sur Foussier, tout ce qui va être nécessaire à la mise en fabrication des différents éléments que j'aurai obtenus par un tiers ou de l'extérieur, je vais venir les noter ici, pour avoir une base commune d'éléments. Les exports, éventuellement, on va fournir des exports TopSolid, on va fournir des exports au format STEP, au format DXF, que ce soit pour des sous-traitants, que ce soit pour des gens qui travaillent avec nous, ou même des fois pour des machines, tout simplement, qui ne supportent pas un format ou un autre. Et enfin, les programmes que nous réalisons pour nos commandes numériques directement depuis TopSolid, je vais venir les mettre ici. Et enfin, le dernier dossier, d'où le ZZ pour que classé par nom il apparaisse en dernier, ça va être notre gestion des indices, par défaut le origine, puis les suivants, pour le fonctionnement et le bon suivi des différentes versions clients qu'on aura eues.
Donc je ne vous dis pas que cette architecture est la meilleure au monde, elle est tout à fait critiquable. Encore une fois, l'idée c'est juste de vous montrer, de vous proposer quelque chose, ma foi, qui fonctionne pas si mal. Après, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose adapté à chez vous, qui vous convient selon vos process, évidemment. On est d'accord. Mais pensez bien, voilà, à tout ça, aux documents top solide. Ça peut paraître tout bête de se dire, peu importe, je les mets tous dedans ou pas tous dedans. Ayez une méthode. Si vous avez fixé que chez vous, c'était plus simple de tout mettre dans le même document DFT, comme ça on a tout au même endroit, pourquoi pas travailler par zone. Voilà, je ne sais pas, par exemple, j'ai outils plans, et à chaque fois, j'ai mes plans qui sont positionnés, hop là, hop, je viens me caler, j'ai mes plans ici, et volontairement, on dézoome, hop, et puis, je sais pas, on laisse un peu d'espace, et ici, on décrète qu'on va avoir nos plans de meubles. Hop, on copie son plan de départ, ici, clac, hop, on recopie les cartouches, ainsi de suite, choses comme ça, et on va décréter que les plans en dessous, et comme ça, on va séparer chaque plan. Et la délimitation physique qu'on va avoir au sein du DFT va nous permettre, à nous utilisateurs, de se repérer. Il y en a qui vont faire le choix, comme moi, de travailler sur plusieurs documents DFT, parce que comme ça, on les trouve plus simplement. Ça, encore une fois, ça vous appartient. L'idée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous va le mieux et le plus vite à l'utilisation. Pensez que c'est des fichiers que vous serez amené à rechercher, à retoucher, à modifier. Recherchez le pratique, recherchez ce qui fonctionne. Voilà pour cette découverte et vos premiers plans sur TopSolid. Donc là, on est parti de modèles TopSolid qui sont déjà proposés, donc avec leurs défauts, hein, c'est-à-dire que voilà, le cadre n'est pas forcément celui que vous voulez, le cartouche n'est pas forcément celui que vous voulez, l'échelle de départ n'est pas forcément celle que vous voulez. Aussi, je vous encourage à créer vos modèles de plans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra dans des vidéos plus tard, hein, la création de modèles, on n'est pas encore là, pour le moment, on est vraiment utilisateur basique. L'idée, c'est voilà, je produis quelque chose, je veux sortir un meuble, j'ai pas besoin de m'occuper de le faire. J'ai déjà des modèles de plans top solides qui me sont fournis, que je peux utiliser, et sur lesquels je vais pouvoir intervenir, modifier ce que j'ai besoin pour que ça sorte, et que ça sorte présentable. Aussi bien devant un client, devant un sous-traitant, devant un fournisseur, et rester professionnel avec mon travail, puisqu'on a quand même été jusque-là, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. On s'est montré carré sur la conception, du coup nos plans sont clean, si on modifie, tout suit, et c'est quand même une préoccupation bien moindre que si je dois suivre chaque trait, bien vérifier que tout est bien calé. À l'utilisation, encore une fois, j'insiste, je reviendrai sur cette histoire d'architecture, ça peut paraître tout bête, et c'est pas grand-chose de ranger 2 bouts de dossier, mais comme en version papier finalement, hein, quand vous en avez de partout, dans tous les sens, et mis n'importe comment, c'est le bordel. Hein, simple, serre, efficace, et c'est compliqué de s'y retrouver. Au niveau informatique, c'est la même chose. Si vous prenez le temps de trier vos papiers sur votre bureau, triez-les sur votre bureau virtuel. Faites la même chose, et vous verrez que c'est beaucoup plus simple pour vous y retrouver. Pareil pour vos débits qui vont venir, pareil pour vos nomenclatures qui vont venir, tous les éléments que vous allez utiliser, prenez le temps de savoir où ça va être rangé pour que le jour où vous en aurez besoin, vous sachiez les retrouver, voire même mieux, que vos collègues, que vos collaborateurs, que votre équipe sache les retrouver le jour où vous n'êtes pas là. Si demain, je ne sais pas, vous êtes sur un chantier, vous relevez des cotes, tiens, mon petit Jean-Jacques, lance-moi ça en prod, tu verras, tous les plans c'est déjà fait, t'as plus qu'à imprimer. Si Jean-Jacques il met 2 heures à retrouver les plans, c'est moche. C'est hors du cadre top solide, on est d'accord, mais ça fait quand même partie du job. Et c'est tout bête, juste avoir fait un dossier plan, ou juste les organiser de manière à ce qu'ils sortent au bon endroit, ça simplifie le travail de tout le monde, y compris le vôtre. Du coup, pour conclure cet épisode, qui aurait été un petit peu longué, et même si j'aurais divagué plus sur une partie organisation des dossiers au bureau d'études concrètement, plus que sur TopSolid en lui-même, même si quelque part c'est en lien, vous avez donc découvert l'utilisation des plans, qui est un nouveau document sur TopSolid, hein, c'est pas un point top qu'on modifie, c'est vraiment un modèle de document à part. Attention aux options, qui sont pas tout à fait les mêmes, quand vous faites outils options dans un 3D ou dans un DFT, vous n'avez pas forcément les mêmes options qui sont disponibles, donc attention à ce que vous cherchez. Il y a des fois, quand vous ne retrouvez pas une option, demandez-vous à quoi elle est liée. Je sais qu'au début, tous les paramètres de projection et choses comme ça, je savais que c'était dans outils options, mais je le faisais depuis un 3D, et je pouvais chercher très longtemps en me disant qu'elle était sûrement cachée quelque part et que j'avais du mal à la trouver, alors qu'en fait, j'étais juste pas dans le bon type de document au démarrage. Extrêmement frustrant par ailleurs. Donc on a aussi vu qu'on pouvait créer plusieurs plans, qu'on pouvait créer plusieurs documents avec plusieurs plans, qu'on pouvait placer nos vues semi-automatiquement, en tout cas elles se tracent automatiquement, on a juste indiqué où on veut la vue, on la pose et magie, ça se fait. Que ce soit des vues en perspective, que ce soit des vues en couple, que ce soit des vues en section, faire tout un tas de choses. On a vu la cotation qui peut se faire relativement rapidement, avec la cotation semi-automatique où on la prépositionne et ensuite toutes les autres viennent s'aligner derrière. On a vu qu'on pouvait ajouter des notes pour le moment à la main, donc c'est des choses qu'on peut automatiser plus tard. Encore une fois, quand on a bien travaillé son 3D, justement, on peut récupérer toutes ces informations.
et les faire apparaître dans le plan au bon endroit pour venir indiquer un élément au client ou quelque chose pour la fabrication. On a vu qu'on pouvait modifier le cartouche, donc soit en direct, un peu la force brute, hein, on arrive, on prend la clé patte, on clique dessus, bah voilà, je vais faire ça, boum. Ou alors, dans les infos du document, on va gérer ça plutôt de manière générale et un petit peu plus élégante, et on verra que ça aussi, on peut l'automatiser pour récupérer les éléments du 3D, pour aller encore plus loin et perdre encore moins de temps, même si ça nous demande un peu plus de travail préparatoire. Et puis on a parlé de ces histoires d'architecture de dossier sur lesquelles je ne vais pas revenir encore une fois. Du coup, prochain épisode, eh ben, on va falloir passer encore à l'étape d'après, et cette fois on va vouloir des nomenclatures, et surtout par nomenclature, ce qui va nous intéresser le plus, une liste de débits. Pour le moment, je vais ignorer volontairement tout ce qui est utilisateur de débit, type OptiCoupe et compagnie, parce que je ne sais pas de quel logiciel vous êtes équipé. Par contre, une chose de sûre, vous voulez tous la liste complète des pièces à débiter, leur dimension, la matière dans laquelle elles sont faites et la quantité qu'il vous faut. Bon, bah nous, on va s'assurer déjà de ressortir ça. Une fois que ça c'est ressorti, je vous dis pas que le gros est fait, mais c'est pas loin. On aura relativement peu de mal à intégrer ça dans n'importe quel optimisateur de panneaux par la suite. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a appris plein de choses sur les plans. N'hésitez pas à aller voir encore une fois la fiche complémentaire dans les tips d'idéo solutions. Et d'ici le prochain tuto, amusez-vous bien, entraînez-vous.